Estás escuchando Radio Objective, la radio del milenio. La radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. Mardi 5 novembre 2019, en direct sur Radio S'enchaîne. Il est 11h du matin, vous êtes avec Manu le Vieux-Loup qui représente notre antenne. Et à mes côtés, Fabio Ramirez Cortez qui prendra la parole en deuxième partie en espagnol pour Radio Objective et sa chaîne YouTube. Nous n'oublions pareil à la technique et Monsieur Duke Tagabition à la vidéo. Bonjour à tous. Bonjour Manu. Bonjour Il fait Fabio. beau aujourd'hui, c'est magnifique. Je pense vrai. qu'on va faire un beau programme. Et j'espère aussi. Alors aujourd'hui, c'est la 5e émission bimensuelle dédiée à sensibiliser les gens et à faire connaître le programme Objectif Développement Durable ou ODD établi par l'ONU. Il suffit de taper ODD ONU sur Google ou votre moteur de recherche pour trouver le site officiel qui est très, très, très bien conçu, dans lequel on retrouve en fait 17 points importants comme la faim dans le monde, l'économie de l'eau potable, le recyclage, l'éducation des enfants, les droits de la femme. Bref, je ne vais pas vous les citer les 17, mais je vais vous lire une petite intro du site officiel. Si ça ne vous dérange pas, Fabio, parce que comme ça, on sait de quoi on parle. Par contre, l'idée, c'est que les gens connaissent bien les 17 objectifs de développement durable. Très bien. Alors, les objectifs de développement durable nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l'environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. Les objectifs sont interconnectés et pour ne laisser personne de côté, il est important d'atteindre chacun d'entre eux et chacune de leurs cibles d'ici 2030. Donc ça, c'est juste une petite introduction du site internet ODD de l'ONU. Donc dans les émissions précédentes, mes collègues David et Patrice, qui étaient là avec Fabio, ont décidé, eux, de parler des problématiques qui touchent plutôt la gestion des déchets, le recyclage et la pollution des océans par le plastique, entre autres, n'est-ce pas, Fabio ? C'est un peu le sujet que vous avez beaucoup utilisé, que j'ai pu entendre et que vous pouvez écouter dans les podcasts précédents et les 4 dernières émissions. Oui, on a parlé du recyclage, on a posé un projet qu'on est en train de lancer, c'est avec les bouteilles de PET, plus le plastique, et faire quelque chose avec les écoles. Pourquoi avec les écoles ? Parce que c'est une façon de que les enfants, ils apprennent à recycler. Même qu'en Suisse, nous sommes le champion du monde du recyclage, mais c'est important que tout le monde connaisse et que fasse cette partie-là, que c'est très, très important. Très bien. Donc, moi, pour ne pas faire comme les autres, j'ai choisi un autre thème aujourd'hui. J'ai choisi l'objectif numéro 11, qui concerne la problématique liée à une urbanisation croissante responsable. Alors, je vais commencer par vous lire quelques chiffres qui sont très parlants. En parlant de ça, je veux dire, le développement, les objectifs du développement durable, le 11, c'est les villes et communautés durables. Déplacez-vous en vélo, à pied ou en transport public pour préserver l'air de nos villes. Bref, ça c'est juste la petite introduction. La moitié de l'humanité, soit 3,5 milliards de personnes, vit aujourd'hui dans des villes. Ce chiffre devrait atteindre 5 milliards d'ici 2030. 95% de la croissance de la population urbaine mondiale se fera dans les pays en développement dans les décennies à venir. 883 millions de personnes vivent dans des bidonvilles aujourd'hui et la plupart se trouvent en Asie et l'Est et du Sud-Est d'Asie donc. Les villes n'occupent que 3% de la masse continentale mondiale, mais produisent plus de 70% de ces émissions de dioxyde de carbone et consomment entre 60 et 80% de l'énergie mondiale. L'urbanisation rapide exerce une pression sur les réseaux d'eau douce, les systèmes d'approvisionnement en eau et d'évacuation des déchets, le cadre de vie et la santé publique. En 2016, 90% des citadins respiraient un air insalubre, entraînant 4,2 millions de décès
due à la pollution de l'air ambiant. Plus de la moitié de la population urbaine mondiale était exposée à des niveaux de pollution atmosphérique au moins 2,5 fois plus élevés que les normes de sécurité. C'est dire si le problème justement de l'urbanisation et de cette migration des gens vers les villes est vraiment important. Alors, tout d'abord, il faut être conscient que les 17 recommandations sont intimement liées, donc ça a été dit. Elles sont la cause ou l'effet de l'un d'entre eux. Mais à mon avis, tout découle de 2 facteurs majeurs. Mais si je me trompe, Fabio, tu peux me couper, hein. À mon avis, il y a 2 facteurs qui engendrent la destruction de la planète. Je dis entre guillemets, je vous expliquerai pourquoi la planète, parce qu'à mon avis, c'est la destruction de l'être humain, parce que la planète survivra à l'être humain. Mais on pourra en parler. On parlera ça peut-être après. Alors, premièrement, pour moi, c'est l'augmentation exponentielle de la démographie, et donc la migration de celle-ci vers les grandes villes, accouplée, donc, deuxièmement, à notre système économique ultralibéral, basé sur le profit et la croissance, qui surexploite les ressources disponibles de notre planète, le sacro-saint capitaliste. Voilà, pour moi, ces 2 grandes raisons engendrent, si tu veux, les 17 objectifs de l'ONU. Est-ce que tu es un peu d'accord avec moi? Oui, oui, tout à fait. Simplement, je vais ajouter que les 17 objectifs, c'est le produit d'une initiative qui a commencé l'ONU, mais ce n'est pas que l'ONU. C'est tout le monde qui doit être dedans pour aider à améliorer les choses. Parce que si on laisse ça à l'ONU, au gouvernement, c'est pas possible. Oui, parce que c'est tout le monde. Eh ben oui, en plus le problème c'est que c'est juste des objectifs, c'est pas des ordonnances, donc c'est même pas des obligations. C'est peut-être des objectifs à atteindre d'ici 2030, mais voilà, l'idéal ça serait que l'ONU vraiment elle oblige les pays à atteindre ces objectifs, pas seulement fasse des recommandations parce que sinon on va attendre que des catastrophes arrivent et réagir après. Et bon, c'est toujours trop tard, mais l'humain il a tendance à faire ça, je trouve. Et autre chose, c'est notre partie. Par exemple, apprendre à recycler les produits, je ne sais pas, comme le plastique, comme l'aluminium, tous ces produits, on peut le faire et faire des produits qui sont rentables, on peut faire des affaires avec ça. Et éviter le problème grave qui part aux océans et puis on a des problèmes énormes parce qu'ils sont en train de tuer tous les animaux de la mer. Après, on ne peut pas nourrir, c'est assez compliqué. Non, il y a une réaction en chaîne qui va s'établir. J'en parlerai peut-être en conclusion, tu verras. Ça va peut-être choquer du monde, mais bon, c'est la réalité. Alors, si j'ai choisi de parler du développement urbain, c'est que dans mon avant-dernier micro-trottoir, j'ai été voir les gens dans la rue et je leur ai posé la question... qu'est-ce qu'ils aimeraient changer à Genève? Qu'est-ce qui les énervait le plus? Qu'est-ce qui les exaspérait en fait? Et puis la réponse la plus fréquente, celle qui revenait vraiment régulièrement, c'était le trafic et le trafic. Donc c'est un sujet vraiment d'actualité pour nous, le trafic qui est lié à l'urbanisation. Donc, et on ajoute à cela le fait que depuis plus de 20 ans, Genève détient le taux de logements vacants le plus bas de Suisse, environ 0,18. Soit un logement libre pour 18 demandeurs. C'était vraiment très difficile. C'est très difficile de trouver un logement à Genève. Alors, le 24 novembre prochain, il va y avoir des votations cantonales, justement, et dans une de ces questions qui vont être posées au peuple, c'est s'ils sont d'accord que l'on construise en fait, des grands immeubles dans certaines zones de Genève. Et il faudra répondre oui ou non. Vous pouvez voir des affiches, tu m'as dit tout à l'heure quand tu avais vu les affiches. Et donc, il y a cette question de construire des immeubles qui se pose. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi en fait, cet objectif sur l'urbanisation. Ces 2 choses à Genève sont des problèmes importants que les Genevois redoutent et que nos chefs, en fait, notre gouvernement essaie d'améliorer. Alors, on en était aux 18 demandeurs et les zones périphériques, d'accord. Concernant l'habitabilité, je vais commencer par l'habitabilité, si tu veux bien, Fabio. D'accord. Alors moi, je pense qu'enfin, à Genève, on a réagi, tu vois, parce qu'on peut observer qu'il y a des constructions de logements pour tous qui est devenu vraiment une priorité. On a opté pour construire vers le haut.
en fin de compte. Hein. On avait beaucoup de propositions, tout ça, mais finalement, on voit des grands immeubles poussés un peu par-ci, par-là, pas en Genève-Centre, mais plutôt vers Tonnet, Chêne-Bougerie, Bernay, Mérin, un peu les zones périphériques de Genève. Et c'est des immeubles qui dépassent largement les 15 étages, qui pour Genève est vraiment beaucoup, hein, parce que des immeubles de 15-20 étages, il y en a très peu. Donc c'est un bon signal. L'État de Genève s'est mis à racheter des vieilles maisons, hein, qui étaient côte à côte le long de certains boulevards et rues, pour permettre de rebâtir par-dessus ces grands immeubles. D'un autre côté, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre que la surface plane étant limitée, la seule solution, c'est de construire en hauteur, hein, parce que je sais pas, Pablo, mais moi, voilà, je voulais dire, ils ont tardé beaucoup pour comprendre ça, moi, il me semble. Bon, c'est peut-être au détriment de l'homogénéité, du joli paysage urbain, mais il faut bien choisir. Soit on veut quelque chose de petit, joli, ou est-ce qu'on veut loger tout le monde et toute la population. Et le choix, je pense que Genève est une ville qui est le pays des droits de l'homme, le pays des libertés, le pays où c'est inacceptable qu'il y ait des gens qui dorment dans la rue ou qui cherchent un logement. En tout cas, c'est l'avis, le mien, et je pense que majoritaire. Je ne sais pas comment ça se passe un peu vers chez toi. Mais... Oui, je pense que c'est un thème compliqué parce que j'ai regardé à côté de l'aéroport, il y a un quartier qui c'est que des maisons, et puis dans un moment, ils proposaient de faire des bâtiments, et puis les gens qui habitent là-bas, ils n'étaient pas d'accord. Je ne sais pas si dans ma situation que j'habite dans une maison, ils vont construire un bâtiment, je serais content. Mais de l'autre côté, il faut penser que c'est vrai qu'il manque des logements à Genève. Et puis si on va être ensemble, c'est très important. Alors, mais bon, c'est la population qui va décider, c'est pas moi. C'est vrai. Et ça va dépendre aussi que l'État mette le prix qu'il faut. Et en plus, j'ai une dame justement que j'ai fait, qui avait une très belle maison dans laquelle elle avait sa propre boutique, qui vont racheter sa maison, mais il lui propose un appartement à l'intérieur de l'immeuble ou deux. En plus, plus une pièce en bas pour son magasin. Donc voilà, il y a toujours des compromis à trouver. Voilà. Malgré que la maison, elle est vieille, elle est belle, ça fait patrimoine un peu genevois, mais bon, c'est des choix qu'on doit prendre parce qu'il n'y a pas d'espace et il faut les trouver. Ouais. Donc ça, c'était par rapport je trouve, à l'immobilier, donc aux constructions et au logement. Est-ce que tu as une question à poser par rapport à ça, ou est-ce que tu trouves que c'est dans l'air du temps et que, bon, on sait que les grandes capitales, c'est des gratte-ciel, c'est des trucs comme ça, mais en fait, c'est un peu, je pense que c'est partout dans le monde que ça va se faire comme ça. Oui, j'ai quand même une question, c'est, penses-tu qu'on est prêt, les êtres humains, de faire des changements? Je ne sais pas, je pense au transport. Voilà. Je transporte les avions. Voilà, je ne sais pas si c'est un thème que tu as traité après. Bravo Fabio, parce que justement, alors j'en ai fini avec les immeubles. Alors je vais parler maintenant de concernant la fluidité du trafic, comme tu viens justement de le dire. C'est un défi beaucoup plus compliqué ici à Genève, en fait. Alors, la construction du CEVA, comme tu le sais bien, ce métro qui reliera les eaux vives à Annemasse, permettra peut-être, et on croise les doigts, oui. Pour désengorger un peu la rive gauche, en incitant les frontaliers et aussi les Suisses qui habitent en France à laisser leur voiture là-bas et prendre... le métro pour venir travailler en public, Suisse. Ouais. Voilà, c'est l'idée, hein, et donc désengorger la rive gauche. Il y a aussi le problème, on a beaucoup de fois demandé de construire un deuxième pont qui aiderait à désengorger le pont du Mont Blanc. Il y a eu des concours d'architectes, des trucs, mais ça reste toujours au point mort. Il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Voilà, bon, mais je ne sais pas pourquoi. Mais il y en a des avantages. Je ne sais pas, le train que tu viens de raconter. Maintenant, si on prend le train à la gare pour aller, je ne sais pas, au Point Rouge, par exemple, c'est 5 minutes. Si tu prends le tram, le bus, jamais tu vas arriver dans 5 minutes. Alors, je trouve que c'est intéressant. Je ne sais pas d'ici jusqu'à Annemasse, ça va faire combien de temps, mais je trouve que c'est intéressant.
C'est Et vrai. puis, trouver une place à Genève Oh, avec une voiture, c'est très compliqué. Alors, c'est un avantage, dans mon avis, parce qu'on n'a pas besoin, oui. si on travaille dans un bureau, et on n'a pas besoin d'avoir la voiture à côté simplement parce que si je pars à 5 heures, je trouve tout de suite ma voiture. Mais si tu prends notre train, tu gagnes du temps, alors c'est magnifique. C'est vrai, c'est une bonne initiative, je suis d'accord. Et on va espérer que ça va faire des effets positifs, et ça devrait le faire normalement. Alors, bon, mais nous devons faire face au problème des multi-moyens de locomotion à disposition aussi, et faire évoluer les voitures, les motos, les scooters, les vélos électriques, et maintenant les La marche, trottinettes, les marcher. trottinettes, les piétons, trottinettes électriques. C'est un véritable casse-tête, hein. Donc, c'est ça, je souhaite bonne chance à nos élus pour trouver une solution. Dans tous les cas de figure, je pense qu'il faut continuer à construire des pistes cyclables et il faut les relier entre elles pour qu'elles amènent en ville. Ça, c'est une solution très, très viable, je pense. Et les pistes cyclables, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup d'avenir. Et je ne sais pas comment dans d'autres pays, autre qu'en Europe, s'il y a des pays qui prennent beaucoup le vélo, où on sépare la circulation en deux, où c'est vraiment tout le monde sur la route, quoi. Voilà, advienne que pourra, et vas-y, quoi. Oui, bon, je suis d'origine colombienne et puis en Colombie, à Bogota, la capitale, c'est un problème énorme, la circulation, parce qu'il n'y a pas énormément de pistes pour les vélos. Ça existe, mais ce n'est pas énormément. Et les gens, ils doivent prendre conscience qu'il faut faire quelque chose. Alors, mais ce n'est pas comparable. On ne peut pas Oui, on peut pas comparer comparer. Mais oui, il faut mais tu s'améliorer poses la aussi, question. Oui, parce qu'il y a ça des morts sur s'améliore. la route. Et Bah oui, maintenant, il essaye de construire le métro, qui n'avait pas de métro. bien Et puis, sûr. des choses, une ville de 8 millions d'habitants, c'est une grande ville. Alors, on a besoin de ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Bien Ça, sûr. mais en revenant ici, ça, c'est très important d'essayer de faire plein de choses. Comme ça, les gens ils prennent conscience qu'il faut aider Bah oui. la planète. Voilà. Et les bonnes nouvelles sont une bonne infrastructure au niveau des transports publics genevois, je trouve. C'est vrai qu'on est un peu un modèle mondial. On a en plus des trams et des bus électriques qui sont légion, hein. C'est vraiment, je trouve, un exemple très positif, hein, parce que c'est très écologique. Et en plus, il y en a beaucoup, ça crée de l'emploi. Et franchement, le déplacement en ville en transport public, s'il y avait moins de voitures et tout ça, ça serait vraiment, je pense, très, très commode. C'est quelque chose que les autres pays devraient prendre comme exemple aussi, je pense, par les TPG, je pense. La base, hein. J'ajoute quelque chose. La Oui, Suisse est le champion du monde de recyclage. Ils ont beaucoup de choses que même on va faire une émission sur le point précis, recyclage, comment se déplace, beaucoup de choses qui aident la planète que les autres. S'il peut copier des choses, ça sera quelque chose de super bien. bien sûr, le but c'est ça, c'est de copier sur les autres, hein, Genève, pareil, pour qu'on améliore les infrastructures et qu'on les rende plus écologiques, voilà, pour sauver, comme tu dis, la planète et l'humain, Oui, si on peut avec. oui, oui. Oui. La deuxième bonne nouvelle, donc encore je trouve les voitures et du côté de la fluidité, euh, comment on pourrait dire, voilà, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je disais? Tu m'as. Bon, alors, je parlais des TPG, donc voilà. La deuxième bonne nouvelle, c'est que dans l'émission consacrée, voilà, oui, à l'automobile, excusez-moi, messieurs, dames, c'est l'expert d'AutoCoach qui m'avait confirmé que la tendance dans l'achat des voitures d'occasion était les petites cylindrées et les hybrides. Et comme si une forme de conscience collective s'était rendu compte que les gros 4x4 en ville, hein, de 3 litres, étaient devenus complètement absurdes. Et ça, c'est vraiment très positif, où on allait vraiment à l'encontre de l'ère du temps. Et maintenant, on peut confirmer et valider cette envie de rouler hybride, car aujourd'hui, la majorité des marques de voitures, même des marques très sportives ou très luxueuses, proposent une gamme hybride en attendant l'avènement des voitures 100% électriques. On peut dire aujourd'hui qu'on est à une transition avec les hybrides entre les voitures à essence et puis finalement le but c'est d'arriver à un système complètement électrique.
Et quand on arrivera, ça sera une réponse aussi à l'épuisement du carburant fossile. Hein. Et à un moment donné, l'expert m'avait dit que d'ici 30 ou 40 ans, il y aura très, 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 très peu ou plus de pétrole. Et vers la fin, il sera à un prix exorbitant et ça sera que certaines personnes qui pourront se le permettre. Donc, je trouve que c'est très positif, c'est très génial. On voit à la télévision, je veux dire, excusez-moi, mais dans les publicités, tout ça, on voit beaucoup de promotions sur les voitures hybrides actuellement. Et ça, c'est un signal positif. Est-ce que tu es d'accord là-dessus? Oui, tout à fait. Là, on doit changer cette partie qu'on dépend du pétrole depuis des années et pour beaucoup de choses, pour les habits, pour plein de choses, pour le plastique, pour tout ça. On dépend du pétrole et le pétrole, bientôt c'est presque fini, presque. Je ne dis pas que c'est fini complètement, mais alors il faut trouver des solutions pour régler le problème du manque de pétrole. En plus, Oui. Une pour nouvelle se énergie. mobiliser, il faut avoir quelque chose C'est pour ça que différent. Et l'électricité- l'électricité, c'est quelque chose. Et le système solaire, il y a plein de choses qu'on peut utiliser et qu'on on peut trouver la solution. C'est sûr, tout le monde, encore une fois, doit mettre d'accord. Parce que quand on regarde, mais je ne sais pas, M. Trump, qui dit que non, il n'y a pas de problème, ici, on est super bien, il faut développer les affaires. Alors ça, c'est un problème grave parce que ce n'est pas la vérité. C'est simplement il pense aux affaires et ce n'est pas la solution. Non, ça on est d'accord. On pourra en parler aussi là-dessus, mais moi je suis d'accord avec toi, Fabio. On ne peut pas nier que la planète va mal et qu'il faut qu'on règle et que justement ces objectifs, ces ODD, ils sont là et ils existent. C'est des experts qui les ont établis et c'est des calculs qui ont été faits. On peut mesurer aujourd'hui grâce à la technologie tous ces taux de pollution, l'augmentation des températures, de l'eau, de l'atmosphère, tout est vérifiable. Donc c'est absurde de nier, c'est comme si quelqu'un nierait l'Holocauste ou quelque chose comme ça, c'est incompréhensible. Et derrière tout ça, comme tu dis, c'est plutôt, à mon avis, une question d'argent, de nouveau, de pouvoir et voilà. Et puis c'est aussi M. Trump en lui-même, hein, qui est un personnage un peu obscur et bizarre. Oui, et je ne dis pas qu'il faut faire, qu'il n'a pas faire. On peut faire des affaires, mais des affaires responsables. Pas simplement que je dois gagner beaucoup d'argent, je dois être le plus puissant au monde et le reste, ça, ce n'est pas important. On doit penser qu'on peut faire des affaires, mais en même temps aider la planète. D'accord. Alors, est-ce que, voilà, j'ai terminé un peu mon speech sur la mobilité. C'était le terme que je cherchais tout à l'heure. Est-ce que justement tu avais une question par rapport à oui, ça? Oui, les êtres humains, ils ont des habitudes. Est-ce que penses-tu qu'on peut changer cette partie-là? Par exemple, prendre l'avion. Tu sais que ça contamine l'avion, même si c'est un petit pourcentage, mais ça contamine. Bien sûr. Alors, est-ce que tu penses que les gens ils sont prêts à dire, voilà, je ne voyage plus en avion? Je ne sais pas comment la fille qui vient de Suède, la gamine, Greta Thunberg ou quelque chose comme ça. Bon, Greta, moi je retiens juste Greta. Greta, oui. Et Greta qui ne prend pas l'avion, par exemple. Elle dit non, parce que moi, c'est mon principe. Ça, c'est contaminant. Tu ne dois pas prendre l'avion. Alors que tu penses que nous, les êtres humains, on est prêts à faire des choses comme ça? En majorité. Peut-être il y a 2-3 qui peut-être le font. Oh là là, mais c'est que maintenant, les voyages sont devenus... En plus, c'est devenu vraiment... si tu regardes le trafic aérien et le nombre d'arrivées et de départs dans les aéroports, c'est un vrai... Là, c'est un vrai challenge. Mais à mon avis, c'est plutôt au niveau de l'énergie... Parce que le transport en lui-même, ça veut dire aérien. Je ne pense pas qu'on soit prêt et qu'on va le quitter. On ne va pas de nouveau reprendre le bateau pour traverser l'Atlantique ou un sous-marin ou un truc ou un bateau à voile. Je veux dire, l'avion, c'est quand même... je suis d'accord qu'on pourrait peut-être changer les mentalités sur les petites distances. C'est-à-dire prendre plutôt le train... sur les petites distances, mais quand on parle de continent, l'avion obligatoire. On a vu que
ils ont fait avec un avion solaire le tour du monde, mais c'est vraiment encore les débuts. On est aux prémices. Mais bon, on voit qu'il y a des solutions. Mais on important. essaye. Le but, c'est que, c'est vrai, ils cherchent. Mais dès qu'on aura une énergie, en fait, nouvelle énergie, autre que le kérosène, donc, qui est comme le pétrole, une énergie fossile très contaminante, c'est plutôt, à mon avis, de ce côté-là qu'il faut rechercher. Mais bien sûr, non, l'être humain n'est pas prêt à aller en voie. Pas pour l'instant, mais Non, on doit être, à un moment, on doit être prêt pour faire le changement. Sinon, on va détruire. Oui, mais ça, autodétruire notre planète. Je suis d'accord. Alors, on a parlé donc du trafic, on a parlé des immeubles. Et je voulais aussi parler un peu, parce je parlais du thème de l'urbanisation, donc de la ville, des problèmes liés à la ville. Il y a aussi quelque chose de bien qu'il faut noter, c'est je trouve, les notes qu'on donne aux appareils électroménagers et aux voitures. Il y a quelqu'un ici qui m'a dit tout à l'heure, dans le plateau, que c'était... à quoi ça correspondait exactement? Il y a A, B, C, D. A, c'est vert, vous voyez, et puis F, c'est rouge. Mais si c'est voilà, c'est A, et si c'est A, c'est bien. Ça veut dire que c'est une échelle d'émission de CO2, par exemple. Non, c'est ça, je pense. Et puis voilà, ça montre que l'appareil, il est écologique. Vous voyez. Donc ça vous donne le choix finalement de choisir un micro-ondes qui va consommer moins, qui va être plus écologique pour la planète plutôt qu'un autre. Et ça devrait être une obligation, à mon avis, internationale. Et ça, c'est une bonne initiative aussi. Et je ne sais pas ce que... Et autre chose, on doit recommencer à penser pourquoi on fait des appareils que c'est... sa duration de vie de l'appareil, c'est, je ne sais pas, 3-5 ans. Oui. Si on regarde, par exemple, comment ça s'appelle les ampoules. Les ampoules, voilà, qui sont construites aux États-Unis en 1900 et quelques, et puis que ça marche toujours, allumé toute la journée, 24 heures sur 24, et ça marche. Pourquoi on recommence à faire des choses comme ça, et puis comme ça, on va aider la planète, parce que comme ça, on consomme moins, et on aide cette partie-là. Parce que si on continue à faire des choses qui sont pour 3-4 ans, et après, on sait qu'on doit le jeter parce qu'on ne peut pas le réparer, alors ça, c'est très grave. On doit recommencer à penser des choses différentes. Comme ça, on aide la planète. C'est vrai qu'il y a une suspicion là-dessus sur certains matériels qui dit qu'au bout d'un certain temps, il y a une sorte d'automatisme. On parle d'ordinateur ou d'appareils comme machine à laver automatiquement, ou télévision, qu'au bout d'un certain temps, il y aurait apparemment une sorte de petits boulons ou de plomb qui saute et qui met la machine hors service, en fait, oui. alors qu'elle pourrait encore en réalité tourner, mais pour que vous en rachetiez une nouvelle. Mais ça, c'est pour de nouveau faire de l'argent, tout ça. Et ça, c'est horrible, mais c'est le plus grand problème. Mais c'est horrible, non, mais on est d'accord. Je ne sais pas, avant de conclure, moi, sur ce que je voulais... voilà, avant de conclure et que tu prennes, toi, la parole en espagnol, je voulais savoir... je voulais dire encore une chose, c'est que, comme on a dit, ce sont des recommandations qui devraient, à mon avis, être des ordonnances, tu vois, des obligations. Est-ce que t'es pas... Il faudrait que ce soit une mentalité, comme tu dis, de chacun et chacune, qu'on soit tous conscients que c'est pas seulement sauver la planète, parce que c'est écrit ODD 17, ODD, voilà, pour sauver la planète. Mais en réalité, c'est pour sauver l'être humain, parce que la planète, elle a vécu elle peut être en feu à 1000 degrés, la planète, elle va être toujours là. Les dinosaures, il y a des météorites qui peuvent tomber, la planète, elle sera toujours là. Le problème, le réel, c'est l'humain. Il y aura pas de place pour tout le monde. Cette idée, pour moi, elle est fondamentale. C'est une erreur de dire, à mon avis, juste sauver la planète. C'est vraiment sauver l'humain. Nous sauver, nous. C'est parce que je ne pense pas qu'on va partir sur Mars. C'est pas pour demain. Et ouais. C'est pas possible. Et j'ai envie de dire autre chose aussi. Je dis bien tenter de sauver la planète, car je vais te faire peur là. Selon certains scientifiques... très très pointus, des gens très célèbres et qui savent de quoi ils parlent, le point de bascule est atteint au niveau climatique. Et quand on connaît un peu les lois de Newton, si on a fait un peu de physique à l'école, oui. C'est quand l'équilibre des forces est rompu.
le point de rupture. Et donc, selon certains climatologues, le point de rupture, peut-être Nicolas Hulot, bah oui, il avait fait il fait partie de ces personnages qui croient qu'on a le point de bascule est arrivé. Si tu veux, pour les gens, c'est comme si, comme pour le Titanic, s'il y avait 4 cales qui étaient pleines d'eau, le Titanic, il flottait encore. Mais s'il y avait la 5e, sur 9, il y avait 9 cales, et il coulait. Dans un avion, s'il y a une fissure due à la fragilité du métal, et qu'on appelle une fracture de fatigue, l'avion, il va perdre son équilibre et ses forces et sa portance, et il va tomber. C'est la loi de la gravité qui va prendre. Et pour le pont, comme le pont de Gênes, si les haubans qui tiennent les ponts suspendus, si 1 ou 2 ou 3 haubans, selon le nombre, pètent, l'équilibre du pont, de nouveau, et la structure même du pont, elle va faire tomber le pont. C'est de nouveau la loi de la gravité qui va prendre le dessus. Et ça va de nouveau faire chuter. Donc ici, quand les spécialistes nous parlent que le point de bascule au niveau climatique, ils parlent surtout des degrés, parce ils avaient mis des degrés qu'il ne fallait pas que ça dépasse, parce que les gens rigolent quand on dit 1 degré de plus, c'est rien. Mais au niveau planétaire, pour un scientifique qui sait de quoi il parle, c'est énorme, parce qu'en fait, ça provoque par exemple la fonte des glaces du Groenland, ça fait de l'eau douce qui rentre dans l'Atlantique, et puis donc le Gulf Stream est perturbé. Ce courant est très très important pour la vie et l'écosystème aquatique. En fait, et donc ils savent même pas en fait qu'est-ce que ça va produire. Ils savent juste que il va y avoir des catastrophes, qu'il va y avoir de plus en plus de tremblements de terre, de volcans qui vont s'activer, voilà. Mais ils savent pas. Ils ne peuvent pas dire qu'est-ce qui va arriver, mais ils savent que ça va être catastrophique. Et ils savent aussi que le niveau de la mer va augmenter. Et on dit 3 mètres, c'est rien, 3 mètres. Mais 3 mètres, c'est 3/4 des villes portuaires près de l'eau qui sont inondées. Et des îles, et les Antilles, et des villes entières inondées. Et les gens, ils s'en rendent... Moi, je trouve qu'on en parle très très peu, mais... Quand tu vois des reportages comme ça sur Discovery Channel, où tu lis des essais, on va dire, sur les professeurs de géographie et des géologues et des climatologues, ça semble, je suis désolé de te dire, mais déjà assez désespérant. Et moi, j'ai peur pour le futur et pour ma fille, pour le futur, vraiment. Mais je pense que c'est quelque chose d'important de parler de ça, parce que quand même, les gens doivent prendre conscience. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose d'obligatoire, mais c'est la conscience. On doit être conscient qu'on doit faire quelque chose. Chaque personne doit être consciente de faire quelque chose. Si on ne le fait pas, c'est tout le monde qui va payer. Ça, c'est le problème. Parce que, par exemple, si je ne le fais pas et c'est moi qui paye, c'est mon problème. Mais dans ce cas, c'est notre problème et on doit prendre conscience. Alors pour conclure cette émission qui a été en français, c'est bon, je pense, Roy, non ? On peut coulisser, je pense, gentiment. Je vais donner donc la parole à Fabio qui va nous raconter un conte, apparemment, un conte sur le bambou. Moi, j'ai vu un dessin animé avec ma fille, ça s'appelait La princesse bambou. Alors, c'est un conte japonais, je ne sais pas si ça a un lien, je vais écouter avec attention. Mais je voulais aussi, avant de terminer, dire qu'on est juste seulement la Suisse et que Genève. Hein. Donc, c'est dire une goutte d'eau au niveau mondial. Alors, si notre petite île est confrontée déjà avec cette magnitude par les défis de l'urbanisation, il faut imaginer un peu à quoi devront faire face les mégapoles, quoi. Ça va être juste énorme. Alors, je vous conseille d'aller jeter un œil sur ODD, les objectifs de développement durable de l'ONU, pour que vous alliez regarder et lire. C'est hyper intéressant et il faut sensibiliser les gens, il faut qu'ils en parlent, il faut le montrer, Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que Fabio m'invitera à nouveau pour que je puisse peut-être parler d'un autre objectif parmi les 17. Je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous. C'était Manu Violou sur Radio S'enchaîne. Estás escuchando
Radio Objective. La radio del milenio. La radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas.